Alors c'est peut-être aussi la faute de notre cerveau si on n'est pas écolo et qu'on n'arrive pas à réduire nos émissions. Et du coup, on va passer la parole à Sébastien Boller, qui est auteur du Bug humain, et qui va nous expliquer pourquoi notre cerveau n'est pas écolo et comment on peut contourner ce problème. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à Carbone 4 de m'avoir proposé de donner cette intervention. Je suis absolument ravi d'être ici. Je vais peut-être remercier Jean-Marc Jancovici d'avoir prononcé une phrase clé. Il est temps de se prendre en main, individuellement, tous autant que nous sommes, et puis au niveau des organisations privées, à toutes les échelles finalement d'organisation de la société, petits groupes, grands groupes, familles, individus, avec cet intitulé donc rééduquer son cerveau pour sortir de la crise climatique. Alors que vient faire le cerveau là-dedans? Vous allez voir que finalement on en a tous un et qu'il y en a 8 milliards aujourd'hui sur cette belle planète, et que la question va se poser de savoir pourquoi est-ce que ces 8 milliards de cerveaux qui sont arrivés aujourd'hui au XXIe siècle sont en train de créer la pire catastrophe imaginable. Moi, je vais commencer tout simplement par des images qui nous ont frappés, celle de l'Australie en feu. Donc ça, c'est des images, effectivement, de mémoire d'hommes qui n'avaient jamais été vraiment vues. Donc c'est la réunion, vous avez bien suivi toute cette affaire depuis plusieurs mois, de 75 feux de forêt qui ont fini par se rassembler pour former ce qu'on appelle des méga-feux, donc qui échappent complètement au contrôle de l'être humain. Et se pose déjà la question de qu'est-ce que c'est que le contrôle, quelque chose qui échappe à notre contrôle. Paradoxalement, c'est le résultat aussi d'une pulsion humaine qui est celle de tout contrôler par la technologie, mais une technologie qui finit par nous échapper. Moi, je me souviens, depuis que j'étais tout petit, j'entendais que la seule œuvre humaine visible de l'espace, c'était la Grande Muraille de Chine. Aujourd'hui, on a rajouté un élément au tableau, c'est justement ces feux de forêt qui sont visibles depuis les satellites, qui nous donnent une idée finalement de la puissance humaine aujourd'hui, qui est une puissance du désastre. Alors moi, premier constat pour un neuroscientifique, puisque je m'intéresse au fonctionnement du cerveau, c'est de me dire il aurait été impossible de créer un tel impact sur notre planète sans être une espèce prodigieusement intelligente, capable de créer des puits de forage, des distilleries, des moteurs à explosion, maîtriser la thermodynamique, et puis maîtriser les antibiotiques, réduire la mortalité infantile pour faire croître finalement la population mondiale. Finalement, cette catastrophe est le résultat de notre intelligence. Donc c'est un premier paradoxe. Et puis, l'autre paradoxe, c'est que si on regarde finalement quelle est la cause de tout ça, vous la connaissez, on peut regarder la situation aujourd'hui des exportations de charbon par l'Australie, qui aujourd'hui se débat dans un enfer sur Terre, qui ont été en croissance constante et qui continuent aujourd'hui. Bon là, ça s'arrête effectivement en 2010, mais ça se poursuit. L'Australie tire 70% de son énergie de l'énergie fossile qu'est le charbon. C'est le troisième exportateur mondial de charbon aujourd'hui. Et finalement, on continue à fonctionner avec des pouvoirs publics en Australie et puis toute une industrie minière qui est complètement schizophrène, puisqu'on vit avec une apocalypse qui s'avance toujours plus fort, toujours plus près, et puis finalement des mécanismes économiques, des mécanismes financiers qui continuent à creuser cette tombe. Alors souvent les gens, quand je montre ces images, chez nous, en France, à Paris, me disent oui, c'est l'Australie, il fait chaud. Mais vous avez peut-être lu les derniers rapports du GIEC sur les scénarios les plus optimistes sur l'évolution des températures en 2050. Selon le scénario le plus optimiste, le climat de Paris en 2050 serait celui de Canberra. Donc les kangourous devant les flammes, on n'aura pas les kangourous, mais on aura les flammes. Donc pourquoi est-ce que moi, ça me pose une question concernant notre cerveau ? Parce que finalement, cette catastrophe qui arrive, comment est-ce qu'on répond ? En tant qu'Homo sapiens, on l'a très bien vu, par l'incohérence. On continue à poursuivre les mêmes causes qui produisent les effets que nous déplorons. Moi, je me souviens très bien de ce qui a amorcé mon travail de fond sur cette question-là. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner un matin et j'entends au flash d'information à la radio le journaliste qui me dit très très mauvaise nouvelle, il y a un collectif de 15 000 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme sur la hausse des températures, le fait que les accords de Paris ne seront jamais tenus, la hausse du niveau des océans, les pénuries d'eau, pénuries alimentaires, les migrations climatiques, et puis les conflits armés qui vont s'en suivre. Donc très mauvaise nouvelle. Et j'étais là en train de tartiner mon beurre et puis je me dis oulala, la journée commence mal. Je vais quand même travailler, et puis on oublie un petit peu, on a de la résilience, on a d'autres motifs de satisfaction.
Et puis je passe une bonne nuit, puis le lendemain matin, je m'assieds de nouveau à ma table, je reproduis les mêmes gestes, et là, qu'est-ce que j'entends? La même voix, à la même heure, le même journaliste qui me dit « Très bonne nouvelle, on a vendu 50 milliards d'Airbus ». Et là, quand même, on n'est pas en face de gens qui sont des abrutis complets, c'est des gens qui sont éduqués, qui ont suivi une formation, qui ont des données, qui savent de quoi ils parlent, mais qui, quelque part, vont débrancher un truc dans leur tête, parce que pour ne pas se rendre compte de la contradiction flagrante, il faut quand même arriver à débrancher quelque chose dans notre tête. Alors qu'est-ce qu'on débranche dans notre tête? C'est là que se pose la question de la contradiction, du bug, par analogie avec l'informatique, qui pourrait bien loger au fond de nos cerveaux. Alors comment fonctionne notre cerveau? Si on regarde comment c'est fait un cerveau, vous avez grosso modo deux parties. La partie externe qui s'appelle le cortex cérébral, et qui est toute plissée, là, c'est cet aspect qu'on connaît, qu'on peut voir même dans les rayons aux boucheries, cervelle de porc, c'est un petit peu comme ça. C'est tout plissé, et ça, c'est fantastique. C'est ça, la valeur ajoutée d'Homo sapiens, c'est le cortex cérébral, c'est ça qui produit de l'abstraction, de la planification, de la coopération, capacité de fabriquer des outils, de communiquer par un langage articulé. C'est ça qui a fait le succès de l'espèce humaine, c'est ça qui nous rend intelligents, qui fait qu'on a pu inventer des écrans à plasma, peindre la chapelle Sixtine, composer la symphonie fantastique. C'est génial, un cortex, voilà. Mais au fond du cerveau, au centre, il y a cette partie rose, là, cette espèce d'organe, qui lui, en fait, est beaucoup plus ancien, parce qu'il nous vient de notre long passé évolutif. Déjà, on le voit même chez des souris, des rats, des macaques. Ça s'est transmis tout au long de l'histoire de la vie jusqu'à nous. C'est très ancien, et ça s'appelle le striatum. Alors le striatum, qui est là depuis l'origine des temps, pratiquement, lui, il ne produit pas du tout d'intelligence, il produit du désir brut, de la motivation. Et c'est lui qui va nous inciter à agir de telle ou telle façon, et il va le faire d'une façon très très simple. C'est en nous donnant du plaisir, quand on fait ce qu'il demande, et il nous donne du plaisir avec quoi? Avec une molécule que vous connaissez certainement, qui s'appelle la dopamine. Cette molécule va être libérée dans notre striatum à chaque fois que nous faisons en fait des actes qui ont facilité notre survie depuis des millions d'années. Et donc, pour comprendre quels sont les actes qui nous attirent viscéralement, qui vont même passer au-dessus de l'intelligence, eh bien, il faut comprendre comment est-ce qu'on a fait pour survivre. Et donc, le premier besoin, évidemment, qui était récompensé par de la dopamine dans le cerveau de nos ancêtres du Paléolithique, il faut se replacer dans la savane. Première grande motivation humaine, c'est manger. C'est-à-dire que vous êtes dans la savane du Paléolithique, et là, il va falloir chasser en groupe, et puis trouver des gibiers aussi gros que possible. Et puis le problème, c'est qu'une fois que le gibier est attrapé, il faut le manger. Et là, il faut le manger vite, parce qu'il n'y a pas de moyen de conserver la viande, parce que vous pouvez vous faire disputer votre proie par des prédateurs, voire par des rivaux, et donc il faut faire le plein. Et donc, plus vous allez être capable de faire des réserves, plus votre striatum va vous récompenser avec une dose de dopamine. Donc là, il faut comprendre déjà que le besoin de manger, il n'est pas prévu pour s'auto-limiter, au contraire. Il y a une fonction qui va nous donner d'autant plus de dopamine qu'on va se livrer à des orgies. Parce qu'ensuite, vous n'êtes pas sûr de retrouver une proie comme ça pendant des semaines. Ceux qui vont survivre, c'est ceux qui vont être capables de manger sans limite. Ça, il faut bien le retenir. Donc ça, c'est pour la survie à court terme. Ensuite, il y a la survie à plus long terme. Et là, pour survivre à plus long terme, vous le savez, il faut transmettre ses gènes. La fameuse molécule d'ADN qui s'est transmise sans faillir depuis des milliards d'années, enfin depuis les premières bactéries dans les océans primitifs. Il faut transmettre ces gènes. Et pour transmettre ces gènes, quand on est un mammifère et quand on est un bipède Homo erectus dans la savane, il faut avoir des relations sexuelles. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des relations sexuelles, votre striatum va vous récompenser avec un petit shoot de dopamine, et même un gros. Et la loi fondamentale, c'est que c'est la théorie d'évolution de Darwin, qui a été 1000 fois vérifiée, c'est que pour gagner à la grande course de la sélection naturelle, il faut arriver à faire plus de copies de votre ADN que le voisin. Et donc, il faut arriver à avoir un peu plus de relations sexuelles que le voisin. Et donc, à chaque fois que vous allez arriver à multiplier vos rapports sexuels, vous aurez un petit shoot de dopamine. Donc là encore, ça répète ce que j'ai dit au début, c'est que ce système de récompense par la dopamine n'est pas du tout programmé pour se limiter. Il est programmé pour en faire le plus possible. Donc, manger, c'est pour survivre à court terme. Se reproduire, c'est pour survivre à long terme. Et puis ensuite, vous pouvez encore avoir un autre avantage. C'est si vous arrivez à trouver à manger et des partenaires sexuels en étant le chef. Alors là, on arrive sur la question du statut social, très importante dans les espèces d'hominidés. Dès que vous allez arriver à grimper un échelon dans la hiérarchie de votre groupe d'Homo erectus, vous allez avoir un shoot de dopamine. Donc ça explique notre appétence pour le pouvoir, pour le statut social. Donc, à chaque fois, ça va se passer comme ça. Et puis, il y a encore deux grands besoins de l'espèce humaine. Le premier, c'est celui qu'on voit sur cette photo-là. C'est, voilà, vous êtes devant un paysage idyllique, vous avez mangé,
vous êtes reproduit avec une charmante partenaire ou un charmant partenaire, et puis vous êtes le chef, donc plus rien ne vous empêche finalement de vous reposer. Alors là, on entre sur la question finalement de la minimisation de l'effort. Ce qu'on appelle l'homéostasie depuis les premières bactéries. C'est la règle absolue de la vie, c'est minimiser les dépenses d'énergie et maximiser les entrées d'énergie. Donc à chaque fois que vous allez avoir un besoin, une possibilité de minimiser vos efforts, vous allez vous jeter dessus. Et ce qu'on voit là, par exemple, c'est justement cette classe de neurones très particuliers qui ont été isolés dans des expériences d'imagerie cérébrale au cœur de notre striatum, qui vont s'allumer à chaque fois que vous allez pouvoir faire le moins d'efforts possible. Typiquement, je suis devant ma télé, j'ai le choix entre me lever pour aller changer les programmes avec le bouton ou prendre la télécommande et puis puiser dans le paquet de chips sans me lever du canapé. Eh ben, je vais prendre la télécommande et le paquet de chips, et ce sont ces neurones-là qui vont me récompenser avec un shoot de dopamine. C'est quelque chose qui constitue un moteur essentiel de nos existences de tous les jours. Je note que vous êtes debout et non pas assis confortablement dans des sièges, donc vous faites un effort absolument salutaire. Et je finirai avec le cinquième grand besoin, qui est le besoin d'information. Nous sommes des êtres avides d'information, de nouveau parce que notre striatum cherche de l'information. De nouveau, imaginez-vous, vous êtes dans la savane du Paléolithique, vous avez faim, et vous tombez sur ça. Une espèce de trace d'animal. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une proie potentielle ou c'est un prédateur? Alors là, il ne faut pas se tromper. Parce que là, c'est votre vie qui est en jeu. Et parfois, c'est difficile de savoir vraiment à quelle espèce ça appartient. Puis déjà, il faut les repérer, les traces. Donc là, ça montre une chose essentielle, c'est qu'être capable de déceler de l'information dans un milieu naturel et de l'interpréter correctement, c'est une question de vie ou de mort. Donc à chaque fois que votre système visuel va être capable de déceler une brindille cassée, une trace de pas, et de le faire avec une acuité extrême, votre striatum va vous récompenser par un shoot de dopamine qui va vous rendre avide d'informations, parce que c'est ça qui va vous donner un avantage en termes de survie. Et quand on voit finalement ces 5 grands besoins, manger, se reproduire, être le chef, faire le moins d'efforts possible, trouver de l'information partout autour de nous, on voit que finalement ce système, c'est un formidable outil de survie. C'est ça qui nous a amenés là où nous sommes. Donc c'est parfait. Tout pourrait s'arrêter là, tout marche très bien. Sauf qu'il s'est passé quelque chose entre-temps. C'est que la partie supérieure du cerveau de l'être humain, le cortex cérébral, celui qui produit des outils, celui qui produit de l'intelligence, de l'abstraction, est arrivé par-dessus ses désirs primaires. Et qu'est-ce qu'il a fait le cortex en arrivant? Eh bien, il a inventé des armes de jet pour augmenter l'efficacité de la chasse. Il a inventé la charrue, il a inventé la roue. Il a mis des vaches dans des enclos. Il a créé de l'élevage, de l'agriculture, et puis de l'élevage intensif, puis de l'agriculture intensive. Toujours plus de cortex, toujours plus d'intelligence, donc des engrais, des OGM. On fait monter les rendements de l'agriculture. Et là, on bascule dans un autre univers, qui n'est plus un univers de rareté comme celui qui était la savane de nos ancêtres, mais un univers d'abondance, un univers de pléthore. Et souvenez-vous que le striatum n'a jamais été programmé pour se limiter. Lui, il fonctionne toujours avec un impératif, prendre tout ce qu'il peut prendre. Donc dans la société de pléthore, ça donne, on veut toujours manger plus. Dans le domaine de l'alimentation, ça va être l'obésité, qui n'arrête pas d'augmenter sur tous les continents. Aujourd'hui, on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'alimentation dans le monde que des conséquences de la faim. C'est les derniers rapports de l'OMS qui nous l'apprennent. On a basculé dans une problématique d'excès, de pléthore. Aujourd'hui, on sait l'impact qu'a l'agriculture en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième besoin de sexe, effectivement, quand vous étiez un Homo erectus dans la savane, vous reproduire, ça ne coûtait pas très cher à l'environnement. Mais aujourd'hui, on est 8 milliards. On a inventé quoi? Internet, les sites de rencontres, les sites pornographiques. Et aujourd'hui, l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Donc c'est à peu près presque un tiers du trafic numérique total sur la surface de la planète. Et on sait aujourd'hui l'impact du numérique qui est en passe de dépasser, s'il ne l'a déjà fait, l'impact du secteur aérien en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est simplement ce petit striatum qui, lui, il voit des vidéos porno et puis il continue à cliquer parce qu'il a été programmé pour avoir autant, pour prendre tout ce qu'il peut prendre. Le troisième grand besoin, le besoin de statut social. Effectivement, dans la savane, si vous arriviez à grimper à un échelon de la hiérarchie en combattant le mâle dominant, ça ne coûtait pas très cher non plus à notre planète. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a inventé? Le statut social virtuel, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est 2 milliards à se connecter quotidiennement pour avoir des likes, pour avoir un peu plus de statut social que le voisin. Et ce petit striatum qui, lui, n'a jamais été programmé pour s'arrêter, il y retourne sans arrêt. Aujourd'hui, dans les appareils d'imagerie cérébrale, on voit les gens, quand ils gagnent des likes, ils ont de la dopamine dans leur striatum. S'ils perdent des likes, plus de dopamine, c'est insupportable, il faut y retourner. L'autre grand moyen de statut social aujourd'hui,
c'est l'automobile suréquipée. Une option de plus que le voisin, ça veut dire que je suis un peu plus important que le voisin. Le striatum m'envoie de la dopamine et donc je continue. Et donc on vend à peu près 2 ou 3 SUV par minute aujourd'hui en Chine, par exemple. Et que des questions de statut social. Je vais juste terminer avec le dernier besoin qui est minimiser nos efforts. Tout est fait autour de nous. Alors il y a l'invention de la machine à laver, il y a la domotique, les télécommandes, prendre l'avion pour voyager dans un vol low cost à l'autre bout de la planète en sirotant une coupe de champagne, en faisant le minimum d'efforts. Tout ça, c'est notre striatum qui est toujours content et qui continue à nous piloter. Donc quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça ne va pas s'arrêter avec la société de l'information. Aujourd'hui, on est dans une pléthore d'informations. Et notre striatum, qui a été affamé d'informations en regardant ces petites traces de chevreuil, il tombe sur des écrans lumineux, il tombe sur des enseignes, il tombe sur des notifications dans nos smartphones, des alertes email quand on est au travail, en bas à droite de notre ordinateur, et il se jette sur la moindre bribe d'information parce qu'il ne peut pas résister, programmé pour ça. Donc aujourd'hui, on parle d'infobésité, c'est l'équivalent de l'obésité, mais pour notre appétence à l'information. Donc tout ça fait fonctionner le monde, en fait, et le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'il est impossible de dire au striatum, maintenant, on arrête la croissance de la production, on va te donner tous les jours le même salaire, la même voiture, le même partenaire sexuel, le même nombre de likes. Si on fait ça, et on le voit dans l'expérience d'électrophysiologie, de mesure de l'activité des neurones, le striatum, il arrête de donner de la dopamine. Et le seul moyen pour qu'il en reproduise, c'est d'augmenter les doses. C'est un principe de croissance biochimique dans nos cerveaux. Donc ça pose la question, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter la croissance de la production et de la consommation, sachant que notre cerveau veut de la croissance. Alors on pourrait se dire maintenant, au moins on sait que dans 30 ans, notre planète ressemblera à un caillou aride si on n'arrête pas tout. Et que ça devrait suffire finalement à nous alerter et à surmonter cette pulsion de croissance. Le seul problème, c'est que la partie qui décide de nos désirs, vous avez compris, qui s'appelle le striatum, est complètement aveugle à la profondeur du temps. Et ça, on s'en aperçoit avec des expériences assez drôles qu'on peut regarder. C'est l'expérience qu'on appelle l'expérience du marshmallow. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Alors, ça a été fait au début sur des enfants. Et dans cette expérience, en fait, on fait venir des enfants au laboratoire. Regardez là. Voilà. Et puis, l'enfant va s'asseoir sur une chaise. Et puis, l'expérimentatrice lui explique qu'il va avoir droit à un marshmallow, mais que s'il résiste, s'il ne le mange pas tout de suite, s'il attend 2 minutes, il en aura 2 à la place. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On va voir la réaction. On peut lancer la vidéo. L'enfant, il commence à se dire, est-ce que je résiste ? On peut cliquer une autre fois. On va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à ce moment-là ? On voit qu'il y a la volonté de résister qui est en fait produite par la partie antérieure du cerveau, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui essaye de garder à l'esprit le fait qu'il va y avoir un deuxième marshmallow. Donc il dit résiste. Mais évidemment, au cœur de son cerveau, il y a le striatum qui lui dit non, moi je veux prendre tout de suite ce qui est à ma disposition. Moi, je ne connais pas la profondeur du temps, et c'est vrai, les neurones du striatum réagissent uniquement aux récompenses instantanées. Donc il y a un bras de fer cérébral qui s'instaure, et qui va gagner ? On va le voir. Voilà. Donc cet enfant-là, on se dit, il a tout juste. Mais alors les autres, c'est un petit peu différent. En fait, dans cette expérience, à peu près 80% des enfants ne peuvent pas résister à l'attrait de l'instantanéité. Ils se jettent sur le marshmallow. Et bien alors celui-là, par contre, c'est vrai qu'il est intéressant. Il est un petit peu différent des autres. Il exerce sa volonté de façon vraiment opiniâtre. Et à la fin, chose promise, chose due, l'expérimentatrice revient dans la pièce. Et normalement, la récompense va tomber. Il a réussi. Et lui, finalement, il représente un peu peut-être l'avenir de l'humanité. On peut placer nos espoirs, n'est-ce pas ? Il y a une chose qu'il faut retenir, le striatum gagne toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on voit ça ? D'abord, on sait que les enfants ne sont pas les seuls à être concernés par ce phénomène. Les scientifiques font les mêmes expériences avec des adultes, pas avec des marshmallows, plutôt avec des sommes d'argent. Et ça donne une courbe qui s'appelle la courbe de dévalorisation temporelle, qui dit que plus un enjeu est éloigné dans le temps, moins il a d'impact sur nos processus de décision. Donc concrètement, quand on a le choix entre prendre sa bonne côte de bœuf et puis s'acheter une belle berline tout équipée maintenant, tout de suite, là, ou prendre en compte les enjeux dans 20 ou 30 ans, notre striatum nous pousse à prendre le plaisir instantané. Voilà. Alors évidemment, on peut mettre en place des stratégies de résistance. Alors comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, il faut déjà essayer de se dire, mais comment est-ce que je peux
accorder ma connaissance que j'ai de l'état du monde et de ce que je vais laisser à mes enfants avec mes actes quotidiens. Quand aujourd'hui, on est dirigeant d'une grande entreprise, par exemple, qui commercialise des énergies fossiles ou qui produit des bouteilles de plastique à la chaîne, quand on est tous les jours plongé dans une action qui est contraire aux intérêts de notre planète et de notre environnement, mais que d'un autre côté, on voit à la télévision ou ailleurs des informations qui nous disent que c'est catastrophique, on entre dans une situation qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, vous avez ce conflit entre ce que vous savez et ce que vous faites. Et quand vous êtes dans cette situation de dissonance cognitive, il y a une autre partie de notre cerveau qui s'allume, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur est très sensible à toutes les contradictions internes. Ça donne une sensation très désagréable, une sensation d'incohérence, une sensation d'être un être bancal. Et le cortex singulaire antérieur, lui, va provoquer la libération de molécules comme le cortisol, comme la noradrénaline. Ce sont des molécules du stress qui vont créer une angoisse sourde, un mal-être profond, et on ne peut pas vivre très longtemps comme ça. Donc dans ces conditions, la dissonance cognitive doit se résoudre d'une façon ou d'une autre. Soit ce sont les actes qui doivent changer pour s'aligner sur les résolutions, sur les opinions, sur les pensées, sur la connaissance qu'on a de ce qui se passe, soit c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce soit les pensées qui doivent changer. La très mauvaise nouvelle, c'est que toutes les expériences depuis maintenant un demi-siècle sur la dissonance cognitive montrent qu'en pratique, ce sont les pensées qui changent pour coller aux actes. C'est-à-dire que lorsque votre existence concrète, professionnelle, tous les jours, vous fait fabriquer des bouteilles en plastique non recyclables, et que vous savez très bien que c'est en train de détruire la planète, au bout d'un moment, vous arrivez à vous créer un discours intérieur qui dit non, ça ne détruit pas la planète. Ça, c'est le mécanisme fondamental du déni. C'est-à-dire qu'on va se créer un discours pour finalement légitimer ce qu'on est en train de faire. Et ce que ça montre tout simplement, c'est que si on veut arriver à se sortir du piège où on est, c'est qu'il faut recréer une cohérence, recréer un sens, une adéquation entre ce qu'on fait au jour le jour et la connaissance qu'on a des enjeux futurs. Aujourd'hui, malheureusement, les circonstances matérielles de notre vie nous forcent à vivre en état de dissonance cognitive permanent. L'enjeu, ça va être de retrouver un sens, de finalement redonner des missions à nos activités quotidiennes, à nos activités économiques, à nos activités professionnelles, à nos actes au jour le jour, des missions qui soient défendables sur le plan de l'éthique, sur le plan de la cohérence avec les connaissances qu'on a sur les écosystèmes, sur la biodiversité, sur l'effet de serre, sur toutes ces choses-là. Donc il y a un message scientifique à diffuser, évidemment. Ces connaissances, elles doivent être portées à la conscience de chacun. Et puis ensuite, quotidiennement, comment on fait ? Comment on fait quand on vit dans une société d'abondance et qu'on veut sortir de la dissonance cognitive, qu'on veut recréer un sens défendable aux yeux de nos enfants, aux yeux de nous-mêmes? Alors la première solution, c'est de se dire on va quand même essayer de réduire les doses. On va essayer peut-être de manger moins, d'acheter moins, de renouveler moins souvent notre garde-robe, de ne pas se jeter sur la carte bleue quand c'est le Black Friday. Et là, il y a un premier axe qui est possible, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la conscience. Alors ça, c'est utiliser son cortex cérébral, non pas simplement pour faire grimper les chiffres d'affaires d'une entreprise ou pour créer des innovations technologiques fantastiques, pour créer de l'intelligence pure. Non, le cortex peut être utilisé pour faire de la conscience, c'est-à-dire pour être plus présent au jour le jour à ce qu'on fait. Par exemple, quand on mange, si vous mangez devant votre écran, vous regardez les images, vous mangez machinalement, vous ne prenez pas conscience des saveurs que vous êtes en train d'ingérer. Et donc on mange 40 ou 50 fois plus quand on est distrait par un écran que quand on est pleinement présent aux saveurs, aux textures des aliments. Et il y a aujourd'hui des programmes qui sont destinés aux personnes qui ont des problèmes d'alimentation compulsive, problèmes d'obésité, qui n'arrivent pas à s'en sortir. On leur fait manger des rations très petites, parfois c'est juste un grain de raisin en un quart d'heure, ça s'appelle l'expérience du grain de raisin, mais c'est en focalisant la conscience et la présence des sensations. Et à l'issue d'un quart d'heure avec un grain de raisin, vous avez des gens en surpoids qui vous disent « j'ai l'impression d'avoir fait un repas ». Parce qu'ils ont réussi finalement à créer une caisse de résonance pour leurs sensations, pour retrouver le plaisir au sens presque épicurien du terme. Aujourd'hui, on oublie ce que c'est que le plaisir parce qu'on est dans l'escalade permanente. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est l'énergie de la connaissance. Pourquoi ? Alors, à l'Université de Californie, il y a 5 ans, on a fait des expériences avec des enfants à qui on faisait résoudre des petits tests de culture générale, des quiz, type Trivial Pursuit.
Et pendant comme ça 10, 15, 20 minutes. Et au bout de 10, 15, 20 minutes, qu'est-ce qu'on voyait s'activer? C'était exactement le striatum, la libération de dopamine par une source totalement immatérielle qui est la pure curiosité. Alors ça a ouvert des voies fantastiques. Ça nous dit finalement on peut obtenir autant de plaisir à vivre uniquement en lisant des bouquins ou en allant se balader dans des musées. Le seul problème, alors vous allez me dire, c'est presque rien, mais il est gigantesque, c'est qu'il faut 10 ou 15 minutes. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez dans votre poche, ou quand les enfants ont dans leur poche, des écrans qui leur montrent des vidéos YouTube de choses distrayantes et complètement superficielles et inutiles, il suffit de 2 secondes pour que la dopamine soit libérée. Donc la connaissance au sens classique du terme ne fait plus le poids. Il faut en avoir conscience pour décider où on va remettre ses priorités, mais potentiellement, on peut créer des générations d'addicts au sens biochimique du terme, d'addicts au savoir et à la connaissance. Il peut y avoir une économie derrière, parce que toute économie se fonde sur le désir. Et la dopamine, c'est la molécule du désir. On sait qu'on peut la provoquer de cette façon. Et puis le dernier axe, c'est l'altruisme, le collectif. Pourquoi ? Là, c'est des expériences encore plus récentes qui nous viennent de l'Université de Zurich, en Suisse, qui sont assez éclairantes quand même sur le piège où on s'est mis, parce que ces expériences étaient très simples. On faisait venir des gens, des hommes et des femmes dans le laboratoire. On les mettait dans une IRM pour mesurer l'action de leur cerveau. Et puis, on leur demandait de réaliser une tâche très simple. On leur donnait une somme d'argent, et le choix qui leur était offert, c'était soit vous repartez avec l'argent, soit vous en donnez une partie avec un inconnu que vous ne reverrez jamais, donc vous faites un acte d'altruisme désintéressé, altruisme total. Et la première chose que les scientifiques ont constatée, c'est qu'il y avait une très nette différence de comportement entre les hommes et les femmes. Vous avez à peu près 2 tiers des hommes qui prenaient l'argent, qui mettaient dans leur poche et qui repartaient, et qui avaient l'activation du petit striatum qu'on voit là, donc ils avaient de la dopamine, ils ont gagné de l'argent, ils sont contents. Mais à l'inverse, vous aviez quand même 2 tiers des femmes qui décidaient de donner au moins une partie de l'argent à un inconnu qu'elles ne reverraient jamais. Donc un acte d'altruisme désintéressé. Et le plus surprenant, c'était de voir qu'elles aussi libéraient de la dopamine dans leur striatum. Donc c'était un plaisir presque charnel, un plaisir physique, un plaisir dans toute la dimension hédonique du terme, exactement comme le fait d'avoir des relations sexuelles ou de manger votre plat préféré. Donc l'altruisme en tant que tel peut libérer un plaisir énorme. Et pourquoi chez les femmes et pas chez les hommes ? Enfin, pas chez tous les hommes. Alors on a commencé par se dire c'est peut-être une question d'hormones, c'est peut-être une question de chromosomes. Absolument impossible de trouver une piste d'explication tenable de ce côté-là. Par contre, quand on a commencé à regarder au niveau sociologique, au niveau de l'éducation, il y a quelque chose qui est sauté aux yeux des auteurs de l'étude, c'est de se dire mais dans 99% des sociétés aujourd'hui à la surface du globe sont des sociétés patriarcales. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'un petit garçon, on va le féliciter quand il se bat pour sa petite voiture dans la cour de récréation, quand il va se montrer compétitif, et puis quand il va gravir les échelons, puis quand il va gagner un peu plus d'argent. C'est ça qui va lui donner du statut social, de la valorisation en tant qu'individu. Par contre, ce qu'on voit très bien, et encore même dans les sociétés d'Europe occidentale, regardez encore aujourd'hui, les études continuent à le montrer, une petite fille, on va la valoriser plutôt quand elle a partagé, quand elle a fait preuve d'empathie, de sollicitude. Et donc, on lui donne de la valorisation et du statut social par rapport à ça. Et s'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le statut social, c'est parmi les 5 grandes motivations du striatum, c'était la 3e, c'est celle du milieu, c'est probablement la plus importante. On cherche tous à être valorisés. Simplement, on valorise les filles plus par l'altruisme et les garçons plus par la compétition. C'est un choix de norme sociale, rien d'autre. Ce qui veut dire que la norme sociale peut configurer notre cerveau à ce niveau-là. Elle peut décider où va la dopamine. Donc c'est là-dessus que je terminerai. On ne peut pas agir aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Si des gens vous disent on va faire des opérations de neurochirurgie pour modifier les neurones ou avec des molécules, non. Par contre, la norme sociale, elle est vraiment entre nos mains et elle peut amener à une économie de la dopamine qui soit fondée sur d'autres bases. C'est là-dessus que je m'arrêterai parce que je pense que j'ai pris beaucoup trop de temps déjà et qu'il y a peut-être des questions. Merci beaucoup. On va prendre 2 ou 3 questions, enfin quelques questions quoi. Alain, t'as une question ? Oui, merci beaucoup Sébastien. Donc moi j'ai une question qui tourne autour de la liberté. C'est-à-dire que j'ai pas encore bien compris comment il s'appelle ton corps singulaire intérieur, là, j'en sais rien. Mais j'ai bien compris le striatum. Et j'ai vaguement l'impression que du coup, laisser les uns et les autres libres de faire tout ce qu'ils veulent, c'est probablement être sûr de péter la planète.
Donc est-ce que ton propos, est-ce que je le caricature complètement en disant que tu es contre la liberté individuelle ? La liberté individuelle, évidemment, c'est notre bien le plus cher. Mais je posais plutôt la question, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par la liberté ? Si on regarde objectivement, c'est quand même la liberté de satisfaire ses 5 besoins fondamentaux. J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un me dise, moi, ma liberté, ça a été de faire autre chose que satisfaire un de ces 5 besoins. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a ouvert les yeux sur cette réalité, on se rend compte que c'est plus de la liberté. Parce que ce qui se passe là au cœur de notre cerveau, c'est un véritable tyran qui nous gouverne et qui vient de bien avant les premiers macaques même. Donc se dire qu'on est gouverné par un organe de ce type-là, je ne pense pas que ce soit une liberté. Et c'est pour ça que je dis aux gens, si vous voulez vraiment vous rebeller et faire acte de liberté, il faut arriver à aller contre ces dictates de ce système de dopamine. Et si vous avez décidé d'être libre dans ce sens-là, à ce moment-là, ce ne sera pas du tout une menace. À ce moment-là, on sera sauvé. Mais le problème, c'est que c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Il faudrait arriver à créer un monde qui nous donne l'impression d'avoir un sens en tant qu'être humain dans la société dans laquelle on vit, que nos existences aient un sens en dehors de la réalisation de ces 5 besoins fondamentaux. Alors, il y a des pistes. Par exemple, l'attrait pour la beauté, pour l'art, c'est quelque chose qui est totalement dématérialisé. J'ai un peu évoqué la question de la connaissance quand même. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est en déclin. C'est-à-dire que la valorisation de la connaissance, la valorisation de la beauté en tant que telle, ce sont des choses qui n'ont plus du tout la cote. Et on le voit même dans les jeunes générations qui sont en recherche de sens, c'est ça quelque chose de positif. Quand même, il y a encore un besoin de consommation compulsive. Et donc, il faut mettre ces choses à plat pour dire que l'avenir, c'est être libre. Il faut être libre. Mais ça, c'est pas être libre. Voilà. Dans les pistes de solutions, vous évoquez la conscience, vous avez fait le parallèle de l'obèse devant ses 3 petits pois. Est-ce que vous pensez que le bouddhisme a un avenir ? Alors, il fait partie des frémissements, effectivement, de la société. D'ailleurs, c'est quelque chose la méditation de pleine conscience, la méditation bouddhiste, c'est plus qu'une mode, hein. J'en parlais avec Christophe André, qui est un grand chantre de ces disciplines en France, qu'il a introduite à l'hôpital Sainte-Anne, avec une vocation thérapeutique d'ailleurs. Il me disait qu'en fait, ce n'est pas forcément juste une mode de nantis. Il y a des gens vraiment qui sont en difficulté dans leur vie parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont constamment étouffés en fait, par la pression du travail, par l'accélération des rythmes de vie. L'accélération des rythmes de vie, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental si on veut se sortir de là. On est sans arrêt obligé de faire les choses de plus en plus vite. Et donc, le flux des pensées nous échappe. La capacité de résistance aux achats impulsifs, par exemple, nous échappe complètement. Et il y a un besoin de retrouver la capacité d'attendre, de patienter, de différer nos désirs, qui se manifeste à travers l'engouement pour la méditation de pleine conscience. À mon avis, ça traduit un désir profond, de retrouver en fait, les bases de la cognition personnelle, de nos émotions, de la conscience que nous avons de nos émotions. Nos émotions sont aujourd'hui complètement bazardées, sont devenues un bien de consommation courante. Elles devraient au contraire nous apporter une richesse intérieure. Et le bouddhisme a probablement un avenir, si on lui donne les chances finalement de transmettre ses enseignements, peut-être pas seulement dans un cadre religieux, mais dans un cadre laïque, ce qui est le cas de la méditation de pleine conscience. Mais il ne faut pas croire que ce soit facile, en fait. Si on veut vraiment finalement mettre entre parenthèses ces impulsions primitives à travers la méditation de pleine conscience, malheureusement, ça demande des efforts. Donc ça repose toujours la question de comment sauter la petite marche initiale pour aller au-delà de nos injonctions de Nostriatum. Il faut se forcer, il faut faire un acte volontaire, il faut une hygiène psychique, une hygiène cognitive tous les jours pour faire de la méditation. Mais on sent que les gens sont en demande de ça. Quelque part, ils en ont un petit peu marre de devoir sans arrêt augmenter les doses. Une dernière question ? Alors, est-ce que le système éducatif peut permettre d'aller dans ce sens-là ? Les 15 minutes que vous avez évoquées tout à l'heure sont, je pense, super importantes pour pouvoir prendre le temps de l'effort et pour avoir la récompense de la découverte, de la compréhension d'un problème, peut-être d'une pratique sportive. Ces 15 minutes, je pense, sont super importantes et ça doit
certainement pouvoir passer au travers de l'éducation une certaine manière de redécouvrir peut-être la satisfaction de la découverte, en effet, de la compréhension d'un problème quelconque. Pas immédiat. Ouais. Bah, ces 15 minutes, c'est un des grands champs de bataille des enseignants, d'arriver à maintenir l'attention des élèves. Parce que 15 minutes, pour l'instant, c'est hors de portée. Enfin, dans l'élémentaire, moi je parle aux enseignants, souvent ils se battent pour quelques minutes, pour 3-4 minutes. Et par contre, ils ont bien identifié le problème, et le message commence à passer auprès des familles aussi. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. On commence à se rendre compte que les enjeux de l'attention dès le plus jeune âge sont des enjeux du futur finalement. Parce que les expériences du marshmallow que je vous montrais, je n'ai pas tout dit, c'est que une des grandes conclusions de ces études, c'est qu'on voit le petit garçon qui arrive à résister là. Bah, plus tard, c'est celui qui a réussi à mener une vie plus équilibrée, qui a réussi aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel, parce qu'il a acquis la maîtrise de soi, il est plus maître de ses actions, il est capable de planifier, il est capable de résister à des distractions, donc de réussir des diplômes, de construire son avenir. Donc c'est vraiment là que ça se joue, sur les 15 minutes, effectivement, dans l'éducation. Et il va falloir, quelque part, à un moment, arbitrer aussi entre le pouvoir de l'enseignant et puis le pouvoir de cette espèce de nébuleuse de capture attentionnelle qui est aujourd'hui le produit des... Malheureusement, ça paraît un peu rétrograde de dire ça, de l'industrie du numérique aujourd'hui qui cible les jeunes, qui cible leur cerveau, à tel point qu'ils perdent leur capacité attentionnelle, et qu'on sait très bien que les développeurs de ces outils de capture attentionnelle sont les premiers à mettre leurs enfants dans des écoles sans écran. Encore merci. Donc on va libérer vos cerveaux et faire place à la dopamine alimentaire. J'espère que ça vous aura quand même convaincu que le problème auquel on s'attaque modestement à Carbone 4 et tous les gens qui le font également ailleurs est très très loin d'être juste un problème technique. Et en fait, c'était aussi ça le message qu'on souhaitait vous faire passer. Nous ne nous attaquons pas à un problème technique, fondamentalement. Voilà. Et là-dessus, bon appétit.